Salut tout le monde et bienvenue dans cette troisième partie relative à Hokuto no Ken, où je vais vous présenter les différents spin-offs de la série. Moins connus que la série principale, il n'en demeure pas moins que certaines histoires sont vraiment intéressantes à suivre, pour peu que vous ayez envie d'en savoir plus sur tel ou tel personnage. Ces spin-offs naissent dans la foulée du projet Shin Kyusheshu Densetsu, la légende du véritable sauveur, projet lancé en 2005 aboutissant à 3 films et 2 OAV entre 2006 et 2008. On en compte 8, si tous sont sous la supervision de Buronson et Hara, aucun ne sera dessiné par ce dernier. Voici un petit tour d'horizon très rapide. La légende de Rao, dessinée par Yuko Osada, qui a été aussi adaptée en animé de 13 épisodes, fait 5 tomes. Il y a ensuite la légende de Yuria, dessinée par Akimi Kasai, dont le style est assez proche de Tsukasa Oho, le papa de City Hunter. Un seul tome. La légende de Rei, dessinée par Yasuyuki Nekoi, 6 tomes. La légende de Toki, dessinée par Yuka Nagate, 6 tomes également. Ryuken Gaiden The Judgment Day, dessinée par Shinichi Hiromoto, c'est une simple nouvelle publiée dans le Weekly Comic Bunch de décembre 2006. Jagi Gaiden, également dessiné par Shinichi Hiromoto et également publié dans le Weekly Comic Bunch, il fera l'objet d'une publication en 2 tomes. Juza Gaiden, dessiné par Kakura Emisile, 2 volumes également. Et enfin, un spin-off un peu à part, Kinyoku no Garuda, dessiné par Yoshiji Yamaguchi et publié dans le Gekkan Comic Zenon, un seul volume. Alors tous ne sont pas sortis en France et il faut bien avouer que les plus intéressants sont ceux concernant Rao, Toki et Rei. Mais cela ne m'empêchera pas de présenter chacun d'entre eux en moins de 10 minutes, c'est parti. La légende de Rao est très intéressante à lire. Comme son nom l'indique, on suit Rao dans son ascension et sa soif de pouvoir jusqu'à son autoproclamation en Ken-O, le roi du poing. Il croise Yuda, serviteur du terrible Souther, qu'il affronte dans un combat titanesque, et c'est vrai que du coup ça nous permet de comprendre ce qui se passe dans la série principale. Puisqu'il n'arrive pas à le battre à cause de son secret, il accepte donc un pacte de non-agression. Puis il localise Toki, le fait enfermé à Cassandra, et nomme le nouveau gouverneur de la prison, celui-là même qu'affrontera Ken. Il cherche également un bras droit auprès d'un nouveau personnage, Ryuhiro, le stratège du Nanto. Ce dernier refuse et Rao le tue. Ouais, faut pas déconner avec Rao. Ryuga le loup solitaire fera alors son apparition et sera choisi comme bras droit. Rao continuera son chemin, affrontera d'autres adversaires jusqu'à sa rencontre avec Ken. 2 nouveaux personnages apparaissent, Reina et Soga, ce qui provoque une légère incohérence avec la série originale dans laquelle ils n'apparaissent absolument pas. Et puis ce qui est dommage, c'est qu'on ne parle absolument pas des origines de son fils dont je vous parlais dans la deuxième partie. Ça aurait pu être le bon moment, eh bien non. Graphiquement, on est très loin du style de Hara. Le dessin est très épuré, très simple, peut-être même trop. Personnellement, je ne suis pas fan du tout. Il y a un côté cartoon qui dédramatise complètement les affrontements. Pris individuellement, l'histoire est sans intérêt, comme beaucoup de spin-off. Elle ne prend tout son sens que si vous avez lu la série principale et que vous voulez en savoir plus sur Rao. Vous serez alors ravi de découvrir le chemin du roi pendant que Ken tabassait du motard. La légende de Yuria est très dispensable et comporte 2 histoires. Dans la première, on découvre la jeunesse de Yuria et Ken avant la catastrophe nucléaire. Aucun combat, ça parle d'amour et de sentiments, on a l'impression que c'est du shoujo. La deuxième partie est la plus importante et un peu plus intéressante, mais un peu plus seulement. On en apprend davantage sur ses relations avec Shin et Juza, et puis c'est tout. Franchement, très dispensable. Le style graphique est soigné, mais encore une fois, pas du tout adapté. Bon, en même temps, vu que les combats ne sont pas au centre du récit, ça passe, mais ne vous attendez pas à avoir des guerriers ultra bodybuildés, c'est pas du tout le genre de la maison. La légende de Rei est plus intéressante de mon point de vue. On retrouve notre grand maître du Nanto Shuishoken, un art martial particulièrement esthétique à la recherche de l'homme aux 7 cicatrices qui a enlevé sa sœur. Il sera confronté à un groupe de femmes particulièrement bien pourvues, esthétiquement parlant, les Eva Valkyrie. Il est accusé du meurtre d'Eva, la reine de la cité d'Asgarzul. Ouais, visiblement, ils ont mélangé l'histoire de Thor et des Ghostbusters, Asgard et Zul. Il devra affronter un terrible adversaire en la personne de son ancien maître et héritier du Nanto Shuishoken, Rofu. Le combat final est un combat dantesque qui rameutera les grands maîtres du Nanto ainsi que Rao pour l'admirer. Rei nous gratifiera lors de sa fameuse attaque, Isho Akurai, le vol de la splendeur blanche, qu'il utilisera contre Yuda. Le manga se termine par Rei caché sous une ample cape à capuche et qui se dévoile face à des bandits. Le lien avec le manga d'origine est fait. Alors l'histoire n'a pas de quoi casser 3 pattes à un cygne, mais elle se lit agréablement. Bon, on passe le côté érotique du manga par endroits, où les femmes sont ultra sexualisées et souvent à poil. Ce qui contraste fortement avec ce qu'on a l'habitude de voir dans Hokuto no Ken. Cela étant, le dessin, s'il est différent du style d'Hara, est plutôt bien adapté et respectueux du support d'origine. On apprécie de connaître des petits éléments de la vie de Rei, son passé, son entraînement, et on est heureux de revoir des têtes connues, notamment celle de Shu, qui apparaît en guest. Un bon petit spin-off sans prétention, que je vous conseille si vous aimez Rei. La légende de Toki retrace donc ses aventures après la catastrophe nucléaire. On le retrouve malade et il se dirige vers un petit village qui deviendra celui des miracles.
il rencontre Amiba qui usurpera sa place et qui affrontera Ken dans la série principale. Toki affrontera aussi quelques bandits, dont Zid, et croisera la route de Juza. Et puis le manga enchaîne sur un flashback relatif à la vie de Toki, avant la guerre nucléaire jusqu'à son sacrifice, et ensuite on enchaîne les 2 derniers tomes sur quelque chose qu'on connaît déjà, le combat Amiba contre Ken, les retrouvailles et le combat Toki-Rao, ce qui n'apporte absolument rien à la série principale. En soi, le titre n'est pas mauvais, mais la moitié du manga ne relate que des événements que l'on connaît déjà. En revanche, je trouve que le dessin est le mieux réussi de tous les spin-offs. J'aimais celui de la légende de Ray, mais celui-ci est vraiment top, à la fois différent, mais proche du style d'Ara. Plus fin, moins musculeux peut-être, mais pas moins charismatique et peut-être même un peu plus réaliste. Le trait de l'auteur est vraiment excellent et c'est un vrai plaisir pour les yeux. Si l'histoire peut laisser sceptique, encore qu'il est toujours très sympa de revoir Toki, l'approche artistique est le vrai intérêt de ce manga qui nous permet de revoir certaines scènes d'une autre manière. Alors je connais pas bien Ryuken Gaiden, sorti uniquement au Japon à ma connaissance, il raconte l'histoire du choix de l'héritier du Hokuto Shinken, et les dernières heures de Ryuken, le 63e grand maître. Et il va se passer beaucoup de choses. On découvre que la guerre nucléaire a été provoquée indirectement par Jaggy. Ryuken choisit Ken, la guerre nucléaire se déclenche, Ryuken affronte Rao, il perd mais il lui reste suffisamment de force pour jeter ce dernier dans un ascenseur, et pendant ce temps, Toki jette Ken et Yuria dans l'abri anti-atomique. Et puis tout explose, et c'est fini. Ça va super vite. Le style est assez particulier, moi je n'accroche pas du tout, mais je ne pourrais juger l'histoire me contentant de résumer sur un site italien puisque l'Italie a eu le droit à une publication de ce chapitre. C'est aussi le cas du manga Jaggy Gaiden, dessiné par la même personne et qui n'a pas été publié chez nous. C'est un petit retour sur l'enfance et l'histoire de Jaggy, le vrai méchant du Hokuto. On y voit son adoption, son entraînement, son échec à devenir l'héritier du Hokuto et sa fin face à Kenshiro. Alors j'aime bien les couvertures, mais vu que le dessin est assuré par le même auteur que pour Ryuken Gaiden, je ne pense pas être très fan du dessin. Dommage, néanmoins, on n'ait pas eu le droit à ce manga. Juza Gaiden est également un manga méconnu chez nous. Juza est le guerrier Nanto aussi libre qu'un nuage, personnage très apprécié mais éphémère, on en apprend un peu plus sur lui dans ce manga. Juza part à la recherche de Kenshiro qu'il estime responsable de ne pas avoir su défendre Yuria, seule femme qu'il ait jamais aimée. Cela pouvait être intéressant et ça part en vrille avec des situations plus ou moins loufoques. À noter la grande idée de l'auteur de nous représenter la grande ours en chair et en os, royal. On y apprend que l'attaque de Ryuga est une attaque Nanto, ce qui est une grave erreur. On apprend que les guerriers du Nanto Goshasei naissent avec le tatouage des 5 étoiles, ce qui est également une hérésie. Bref, y a rien qui va. Et je vous parle pas du dessin qui est pas terrible. On se demande vraiment comment cela a pu passer au travers du contrôle de Hara et Buronson. Dans le dernier spin-off, Kinyoku no Garuda, on découvre un nouveau personnage, Garuda donc, qui tire son nom de l'oiseau de la mythologie indienne. Il est maître du Nanto Shinchoken, l'oiseau divin du Nanto, et affrontera tous les guerriers du Nanto Goshasei. C'est un manga sans grand intérêt, sorti pour promouvoir le pachinko Hokuto no Ken Tenzai no Sho. J'en parlerai dans la partie sur les produits dérivés. On peut trouver le manga en scan sur internet, le dessin est plutôt sympa, mais l'histoire est très dispensable. Il existe aussi une parodie officielle, Ichigo Aji, mettant en scène Souther, mais c'est un peu à part. Tout comme un très récent spin-off nommé Tensai Amiba no Izeshei Aoda Sensu, dessiné par Gohan Nato, dans un style assez proche de Hara. Au-delà des spin-offs, nous aurons le droit également à une suite du manga, mais sous la forme d'un roman intitulé Jubaku no Machi, sorti en 1996 avec pas mal d'illustrations de Tetsuo Hara. Il s'agit d'une aventure inédite, uniquement éditée en Italie et au Japon. Elle se déroule assez loin des lieux des 2 premières époques. Visiblement point de batte et de ligne ici, Ken rencontre de nouvelles personnes et fera face au Okumon no Ken, une sorte de Hokuto Shinken pratiqué par les moines du Temple du Nord. C'est cette histoire qui fera l'objet des 3 OAV que vous connaissez peut-être et que j'aborderai rapidement dans la 5e partie. J'en ai fini avec la partie spin-off, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à partager ou à vous abonner pour ne pas rater la suite. La prochaine vidéo sera dédiée à la préquelle Soten no Ken. D'ici là, prenez soin de vous.